que je vais commencer, je vais me déplacer, je vais vous apporter le micro. Je compte vraiment sur vous pour des questions courtes, pour qu'on puisse avoir plus en plus de réflexions intéressantes. Merci. Bonsoir. Vous avez dit un conflit ne s'arrête que lorsqu'il y a un vainqueur et un vaincu. Je voudrais que vous nous expliquiez comment les choses peuvent se passer pour Israël, qui a en face de lui non plus des uniformes, mais le Hamas et le Hezbollah soutenus par qui on sait. Première question. Deuxième question. Vous n'avez pas parlé de la menace qui existe dans le cadre du régime hachémite jordanien. J'aimerais que vous nous donniez votre position, car on est là devant quelque chose de tout à fait différent, à mon avis, qui est la mainmise sur un État par une minorité depuis à peu près 80 ans, et avec un peuple qui est le peuple palestinien par essence. Donc, est-ce qu'il ne peut pas y avoir là une analyse un tout petit peu particulière? Et dernier point, vous avez parlé de l'Europe et de votre optimisme. Je crois que les réactions politiques récentes seront de courte durée, alors que l'islamisme pur et dur est bien ancré dans une Europe islamisée. Merci. Merci. Avant que vous donniez des réponses très intéressantes, ce que je vous propose vraiment, c'est de prendre une question les unes derrière les autres, une après l'autre. Ça va être très difficile même pour vous ensuite de répondre. Alors, comment peut Israël vaincre ses ennemis? Ces jours-ci, vaincre, ça veut dire pas écraser sur le champ militaire, mais influencer la pensée de l'ennemi. Moi, j'ai expérimenté la défaite américaine en 1975 au Vietnam. On n'a pas perdu la guerre militaire à Vietnam, on l'a perdu chez nous parce qu'on n'a pas pu continuer, on n'a pas voulu continuer. Et je pense que c'est à peu près la même chose qu'on a trouvé, par exemple, en Union soviétique, en Afghanistan, et ce qu'on trouve maintenant au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et les Palestiniens. Il faut convaincre les Palestiniens que l'État juif, pas seulement Israël, c'est un nom, mais l'État juif est permanent, là pour toujours, et qu'ils doivent accepter cette réalité. Sinon, ça va continuer. Et comment est-ce que Israël peut faire cela? Alors, il y a beaucoup de moyens. Il y a des moyens militaires et diplomatiques, policiers, économiques, et psychologiques, et religieuses, et culturelles. Si on accepte ma formulation, on peut très bien trouver les moyens spécifiques. Mais le problème, c'est qu'on n'accepte pas cette approche qui est plus dure, qui est plus difficile. Mais si Israël ne gagne pas, Israël va perdre. C'est ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas une question de division, de compromis. Bon, si, comme notre maître nous a dit que c'est seulement une question, je vais arrêter ici. Je vais essayer d'être très bref. Je m'excuse beaucoup, je ne suis pas d'accord avec les propos qui ont été tenus. Vous avez dit qu'il faut que ça se termine par la victoire ou par la défaite. Vous avez dit que par exemple, qui n'est pas tout à fait juste. Je vais simplement remonter plus loin dans l'histoire. Machiavel disait quelle plus grande victoire attendez-vous d'apprendre à votre ennemi qui ne peut vous combattre, ou qui ne peut vous vaincre? C'est valable pour l'un comme pour l'autre. On est dans un état, comme disait Raymond, peine impossible, de l'introuvable. Deux hommes Kissinger disait qu'il faut avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. Que le propre de la médiocrité, c'est de préférer le bénéfice intangible d'une position immédiate à une position future. Vous avez parlé, M. Bourfiquet, de révolte
ou de pseudo-révoltes, etc., où c'est l'État de droit qui est bafoué. Toutes les révoltes ont été grosses de la prochaine révolution. La Révolution française, l'occupation, toutes les révoltes ont été violentes. On ne peut pas reprocher à des gens qui ne connaissent pas la démocratie, qui n'ont pas le même niveau historique que nous avons eu, de se comporter mieux que nous nous sommes comportés. Vous avez parlé de corruption, soit, c'est pas tellement le problème. Et alors, le prince Bernard, que je sache, M. Sato, M. Tanaka et d'autres personnes n'étaient-ils pas corrompus? Je vais arrêter là, simplement juste quelque chose qui me tient à cœur. Des gens comme Stéphane Hessel, Bedos, etc., pour moi, ce sont des moins que rien, il n'y a aucun problème. Mais je préfère les laisser parler plutôt qu'à d'avoir des petites frappes comme Gertrude Ders qui viennent nous faire la leçon sur ce qu'est la démocratie. Pas de réponse? D'accord. Bon, alors on va passer. J'ai une question courte là à droite. Je crois que quand même c'est une grave erreur de penser à cette idée de conflit palestinien-israélien. C'est quelque chose où on divise le monde comme si, au départ, ce problème, si ce problème est résolu, tout le monde va être content, tout le monde va être amical. Le vrai problème, c'est qu'on n'a jamais pardonné les Juifs pour archistes, mais on n'a jamais pardonné non plus les Juifs d'avoir gagné la guerre de 67. Le juif devait être une certaine idée raisonnable et pas un vainqueur. Et si on essaie de dire que le juif va vaincre, le monde entier fait quoi? Il rend le Palestinien le pire victime. Ce n'est pas les Israéliens qui ont rendu les Palestiniens victimes. C'est le monde qui dit on va faire avec les réfugiés arabes, palestiniens, réfugiés pour 5 générations. Parce qu'on voulait une Palestine divisée. On ne voulait pas un grand État juif. Et aujourd'hui, de penser qu'il y a un vainqueur juif, c'est quelque chose qui est illusoire par rapport à l'idée du monde de comment le juif est conçu et comment Israël est conçu. Donc pour moi, ce type de phrase est très dangereux. Pas du tout parce qu'on ne veut pas soutenir Israël, mais parce que c'était une façon de voir le problème fausse. J'aimerais bien vos commentaires. Mais pas de réponse? Pas de réponse à ça, ok. Alors ce que je vous propose tous, c'est que vous allez poser des questions plutôt que de faire des déclarations. Je voulais juste quand même peut-être dire quelque chose, comme Daniel ne voulait pas dire quelque chose, je vais le faire. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il y a une diabolisation d'Israël dans le monde. Je pense qu'il y a effectivement de l'antisémitisme qui débouche sur ce type de discours, mais je dirais que ce n'est pas une raison pour se résigner à cela. Il n'y a pas de raison de se résigner au fait que le juif doit ne pas être vainqueur. Je pense qu'on peut parfaitement changer cela. Je pense qu'au contraire, 67 a changé beaucoup d'éléments et que les dernières guerres menées par Israël ont été des guerres inachevées. Je pense qu'il fallait, lorsque l'opération Plomb Durci était menée, se débarrasser complètement du Hamas. Je pense qu'il ne fallait pas s'arrêter à mi-chemin. Je pense qu'au Liban, il fallait se donner les moyens de se débarrasser du Hezbollah. Donc ces guerres ont été des guerres inachevées. Et donc à partir du moment où on menait des guerres inachevées dans cette région du monde, c'est l'ennemi qui pense qu'il a la victoire. Et je dirais que je ne pense pas qu'il y a une possibilité d'obtenir une rationalité de la part du peuple palestinien, ce que je dis engagé moi, parce que le peuple palestinien a été inventé au milieu des années 60 pour faire la guerre à Israël et pour être un instrument, à cette époque de la guerre froide, de la lutte pour la destruction d'Israël. Je pense qu'il y a déjà un État palestinien, c'est la Jordanie, et ça devrait se rappeler royaume palestinien de Jordanie. Vous avez agréablement surpris par le discours de l'Égyptien qui a parlé de remise en cause du traité avec Israël, et vous avez parlé du caractère sacré du traité. Mais n'est-ce pas en effet une conception héritée du droit romain? Il semble qu'elle n'est pas, elle n'a jamais été celle des musulmans,
Il me semble que leur conception à eux, c'est qu'on signe un traité et qu'on l'observe aussi longtemps que l'islam y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, on n'observe pas. Le chef Yassine avait dit cela de façon claire, il n'était pas hypocrite au moins. Vous n'avez pas de réponse à ces questions? D'accord. Croyez-vous sincèrement que Israël pourra éviter une guerre qui doit être courte et violente contre les islamistes, tant en Égypte que au Moyen-Orient? Je pense que les guerres courtes et violentes sont passées. En particulier les guerres de 67 et 73. Mais c'était les guerres entre les forces conventionnelles. Ces jours-ci, la plupart des leaders et généraux arabes, musulmans, moyen-orientaux, ont conclu que Israël a des forces trop fortes et que la guerre conventionnelle n'est pas agréable. Il faut ou bien aller sous avec le terrorisme ou bien au-dessous avec la bombe nucléaire, la chimie ou la biologie. Alors, je ne pense pas qu'il y aura des guerres courtes et violentes comme il y a des décennies passées. S'il vous plaît, pour continuer sur cet aspect, hélas, guerrier, dans un commentaire récent que j'ai entendu, il est dit que la chute de Moubarak risquait d'empêcher une action militaire israélienne contre l'Iran. Qu'est-ce que vous pensez de cet avis? Je ne crois pas ce qui dit la chute de Moubarak avec les ambitions du régime en Iran. Ce sont, de mon avis, deux questions pas associées. Je veux faire une petite rectification. Le monsieur qui a dit qu'en ce moment aux États-Unis, on dit que la démocratie pour les islamistes est un vote pour toujours. Ça a été dit en 1989 par monsieur Ali Belhadj en Algérie. Je veux dire, ça fait déjà 20 ans, plus de 2 ans que c'est connu. Autre chose, la dame a rectifié en disant que c'était le chef islamiste de Hamas qui est Cheikh Yassine. C'est pas Cheikh Yassine, lui n'a fait que dire ce que le prophète a toujours dit. Il n'y a pas de droit qui ne donne pas le droit à lui. Non, je vous dis, c'est pas Cheikh Yassine, c'est lui qui l'a fait. Et la question que je veux poser, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment les Américains, qui veut dire l'État, le gouvernement américain, refait toujours les mêmes erreurs depuis 50 ans. Parce qu'il est en train de faire la même chose, ce qu'il a fait avec les Iraniens, les islamistes en passé, ce qu'il est en train de faire maintenant en Égypte, ou bien il va faire ce qu'il a fait en Algérie, il en aura les militaires qui auront, entre guillemets, les fonctions régaliennes du pouvoir, et le social, ce sera pour les islamistes. C'est ce qui se passe actuellement en Algérie. Je voudrais à la fois répondre à la dernière question et revenir sur ce qui a été les questions précédentes et qui se rattachent plus ou moins à la même interrogation.
Le problème de la guerre. Le problème de la guerre qui se termine par un vaincu et qui donc débouche sur la paix par nécessité et force. Israël est un petit pays. Israël a remporté des victoires suffisantes pour assurer une survie relative. Mais parlons d'autre chose. Non pas Israël, mais le monde occidental, mais les États-Unis, ont été frappés au cœur par l'islamisme en 2001, le 11 septembre 2001. À la suite de cela, il y a eu une réaction américaine. L'Amérique a fait la guerre. En France, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que ça a été une épouvantable erreur, que Bush était un imbécile, qu'il n'aurait jamais fallu faire cette guerre, etc., etc. Je vous demande simplement de réfléchir à ce qui s'est passé réellement au moment où les Américains ont fait cette guerre. Au moment où les Américains ont fait cette guerre et l'ont gagnée, ils ont commencé par la gagner de manière spectaculaire en Afghanistan, puis en Irak. Nous avons vu le monde arabe et musulman tout entier saisi d'un frémissement. Nous avons vu tous les pays arabes et islamiques se tourner vers les Occidentaux, se tourner essentiellement vers les Américains, et les uns proposer de démanteler leur arsenal non conventionnel, je pense à la Libye, d'autres s'engager sur la voie d'une plus grande démocratie, d'autres évacuer le Liban qu'ils occupaient depuis une génération, je pense à la Syrie. Ceci montre qu'une guerre gagnée peut avoir des conséquences extrêmement favorables, extrêmement bénéfiques quand le vainqueur est un bon vainqueur. Pourquoi l'Amérique n'a pas continué? Pourquoi l'Amérique, ne continuant pas, n'allant pas jusqu'au bout de sa logique de 2001, en est arrivé à se vietnamiser en Irak? Il y a eu bien sûr un redressement ensuite, à se vietnamiser à moitié en Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au cœur de l'opinion américaine, il y a eu beaucoup de questions, surtout au cœur de l'establishment américain, et que l'un des grands arguments était, oh là là, ne risquons pas une division entre les alliés occidentaux. C'est-à-dire que ce qui a pesé sur les décisions américaines et les a amenés à ne pas vouloir tirer tout le parti qu'ils pouvaient tirer de leur supériorité stratégique qui était écrasante en 2001, ça a été le souci d'éviter un schisme au sein du monde occidental. Or, ce schisme, qui l'a initié? Parlons franchement. L'homme qui a initié ce schisme, c'était le président français de l'époque, Chirac, avec son acolyte, n'est-ce pas, qui le représentait à l'ONU à ce moment-là. Nous avons la charité de ne pas le nommer. Il faut bien comprendre que s'il n'y avait pas des cinquièmes colonnes actives au sein du monde occidental, nous ne serions pas dans la situation où nous sommes à l'heure actuelle quand on parle de l'Occident en général et évidemment quand on parle d'Israël. Le président américain, pourquoi le président Obama refait les mêmes fautes que le président Carter? Entre les deux, il y a eu quand même des présidents qui se sont comportés autrement. Il y a eu quand même Reagan, il y a eu quand même Bush Ier, Bush II, même Clinton. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Obama, c'est la copie conforme de Carter? Il y a des gens aux États-Unis qui, à partir d'éléments extrêmement sérieux, peuvent démontrer que l'un et l'autre ont été mis en orbite par les mêmes milieux qui, pour des raisons diverses, multiples, parient sur, finalement, le désarmement et la défaite de l'Occident, ou du moins, en tout cas, sur l'apaisement des ennemis de l'Occident. Le problème d'Obama est que l'Amérique a élu, sans s'en rendre compte,
un homme dont toute la carrière politique réelle, nationale, a reposé sur son opposition à la guerre de 2003, c'est-à-dire à la contre-attaque après 2001. Il faut bien comprendre cela. Obama a créé tout son capital politique sur le fait de s'être opposé à la guerre de contre-attaque et de résistance lancée par le président Bush en 2001 après l'attaque terroriste contre Manhattan et contre le Pentagone à Washington. Merci. Quel sera le rôle de l'Amérique, madame? Quel sera le rôle de l'Amérique? Sur quoi exactement? Parce que c'est très vaste. Qu'est-ce que vous pensez d'Obama en Sur tant les qu'Américain? Sur ce plan, je vais peut-être laisser Daniel répondre. Non. Il n'ose pas. C'est dommage parce que je sais que nous ne sommes pas exactement sur la même longueur d'onde concernant Obama. Ça aurait été intéressant d'avoir un dialogue là-dessus. Pour ce qui me concerne, bon, ceux qui ont lu mon dernier livre, La résistible ascension de Barack Obama, savent parfaitement l'analyse que je fais d'Obama. Pour moi, Obama est quelqu'un qui est pire que Jimmy Carter. Pour moi, Jimmy Carter était un imbécile sur beaucoup de plans, quelqu'un qui a largement dépassé son seuil de compétences en arrivant à la Maison Blanche et qui s'était manipulé par un certain nombre de milieux, effectivement. Obama est un idéologue dur, qui a été formé dans l'extrême gauche et qui a eu des accointances islamistes et pro-palestiniennes très nettes, jusque très peu de temps avant son entrée à la Maison Blanche. Donc je pense que effectivement les Européens sont très contents d'avoir Obama à la Maison Blanche parce que quasiment tous les dirigeants européens appartiennent à la 5e colonne dont parlait Michel Gostinkel il y a un instant. Tous les dirigeants européens sont des dirigeants qui se sont couchés devant l'avancée de l'islam radical, qui pratiquent l'aveuglement volontaire, qui pratiquent l'apaisement vis-à-vis de régimes qui ne sont pas apaisables. Et donc nous avons des conséquences. Et donc, à partir de là, je vais essayer d'être bref, à partir de là, je dirais que Obama est quelqu'un qui a une stratégie. Je pense qu'il existe, au-delà des apparences de maladresse, une doctrine Obama. Et cette doctrine est une doctrine qui vise à rendre le monde plus sûr pour l'Organisation des Nations Unies, pour l'organisation de la conférence islamique, pour un cartel de dictature sur la surface de la planète, qui peuvent aller de la Russie au Venezuela en passant par la Chine et en passant par l'Iran. Je pense que l'administration Obama a quasiment déjà entériné la nucléarisation de l'Iran et je pense que l'administration Obama pratique depuis le départ, depuis le premier jour, une attitude d'apaisement et de conciliation vis-à-vis de l'islam et l'islam radical est compris dans cet apaisement vis-à-vis de l'islam. Et je pense que tous les messages envoyés par l'administration Obama ont été reçus dans le monde musulman. Pour le moment, en Tunisie et en Égypte, il y a eu des coups d'État, mais si on regarde la constante du discours de l'administration Obama, les sinusoïdales, il y a eu un lâchage de Ben Ali, très clair, et il y a eu un lâchage de Moubarak. Il n'y a pas une volonté d'accompagner cette chute, il y a une volonté de l'accélérer et une volonté de passer le plus rapidement possible à des élections en sachant parfaitement ce qui pouvait en découler. Donc à mes yeux, il y a une politique du pire, d'une certaine façon, qui se trouve menée actuellement. Et je pense que cela crée une situation dangereuse pour Israël, et il faut en avoir pleinement conscience, mais aussi dangereuse pour l'ensemble du monde occidental, parce que si les États-Unis tombent, le monde occidental tombe avec les États-Unis. Alors, la politique d'Obama. Moi, je suis républicain. Je suis tout à fait contre M. Obama. Et si on parle de la politique domestique, la politique de santé, je suis tout à fait contre lui et il a tout à fait changé les circonstances politiques aux États-Unis. Mais nous ne parlons pas de la politique domestique, mais de la politique étrangère.
et spécifiquement vis-à-vis du Moyen-Orient et l'islam. Là, je trouve que à peu près 80% de la politique de Obama est toujours la même que c'était avec Bush. Et en particulier Bush après 2006. Entre 4, 3 et 6, on avait une politique, peut-être 1 et 6, on avait une politique très ambitieuse, très ambitieuse, mais les 2 dernières années étaient prévues de la politique obamanienne. C'est-à-dire, si on regarde Afghanistan, Iran, Irak, Turquie, Arabie Saoudite, Égypte, le conflit israélo-arabe, on trouve en général pas beaucoup de changements. Et spécifiquement Irak, comme Michel a dit, c'est là où Obama était un des politiciens les plus contre la guerre en Irak. Maintenant qu'il est président, il a en général poursuivi les mêmes politiques que Bush. C'est-à-dire que Bush a signé ce qu'on appelle le SOFA, Status of Forces Agreement, qui a prévu que les soldats américains de l'Occident en général vont quitter l'Irak à la fin de 2011. Et c'est ce que Obama fait maintenant. Il a fait plus vite, un peu plus vite, mais en général, c'est la même politique en Irak. En Afghanistan, il y a encore plus de soldats américains que sous Bush. Vis-à-vis Iran, bien sûr, en juin 2009, Bush aura soutenu les manifestations et Obama n'a pas fait. Mais il y a seulement 2 jours que Hillary Clinton a dit que maintenant, le gouvernement américain soutient les manifestations en Iran. Alors ça change vers Bush. Prenons la politique vers Israël. C'est une politique désastreuse au commencement, où Obama a focusé sur les implémentations israéliennes en Samaria et Judéa. Mais ça c'est fini, c'était un désastre pour la politique américaine. Et c'est maintenant à peu près la même politique qu'on a eue avec Bush et Clinton. Alors, et de temps en temps, on trouve des sujets où Obama est plus fort que Bush. Par exemple, on a ce programme agressif contre les terroristes, les predators, les avions sans pilote. Et l'année dernière de Bush, c'est-à-dire 2008, il y avait 36 attaques. L'année première de Obama, il y avait 53. Alors, en Afghanistan, avec les prédateurs, on a une politique plus forte chez Obama. C'est pourquoi j'ai conclu que le ton est bien différent, je suis d'accord, mais si on voit précisément ce que les 2 administrations ont fait, c'est pas tellement différent. Depuis que je connais Daniel Pipes, j'ai toujours cherché désespérément
des points sur lesquels je pouvais être en désaccord avec lui. Je suis content parce que j'en ai trouvé au moins un. Je crois que ce que vient de dire Daniel Paez, c'est tout à fait exact, mais Daniel a omis de mentionner tout de même quelque chose. C'est qu'en 2006, Bush a cessé d'être Bush et est devenu une sorte de pré-Obama. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les élections, ce qu'on appelle les midterms, les élections de la mi-mandat. Elles ont été gagnées par les démocrates, elles ont été perdues par les républicains. Le président est désormais ce qu'on appelle un canard boiteux, le président boiteux qui n'a. L'Amérique est une vraie république, une vraie démocratie. Le président a beaucoup de pouvoir et le Congrès en face a beaucoup de pouvoir aussi. Et un président qui n'a pas le Congrès pour lui est dans une situation compliquée et difficile. Obama, actuellement, peut faire des choses qui ont l'air d'être pas trop mal. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les élections en novembre dernier. Et que ceci joue en quelque sorte la défaite de Bush en 2006, aujourd'hui à sa némésis, comment dirais-je, la vengeance, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en 2006, s'est produit en 2010 avec la défaite d'Obama. Et alors, permettez-moi quand même de préciser une chose. Nous adorons tous les juifs du monde. Mais il y a quand même une chose qu'il faut dire sur nos chers amis, les juifs américains. Ils en tiennent une couche politiquement. Je vais vous donner un exemple. Il y a un homme qui s'appelle Haïm Saban, qui est, je crois, d'origine égyptienne, devenu américain, richissime. Je crois que c'est l'une des 100 plus grandes fortunes aux États-Unis. C'est un homme très bien surtout. Il a raconté l'histoire suivante. Il a raconté qu'avant l'élection présidentielle de 2008, il a posé la même question, il est démocrate, donc il a posé la même question aux deux candidats à la candidature démocrate, dans le cadre des primaires. La question, c'était, supposez que l'Iran envoie une bombe atomique sur Israël, qu'est-ce que vous faites? Et il a posé la question à Hillary Clinton, et il a posé la question à Obama. Hillary Clinton a dit, si l'Iran fait ça, nous écrasons l'Iran immédiatement. Nous anéantissons l'Iran immédiatement. Il a posé la même question à Obama, et Obama a dit, oui, ce serait grave, il faudrait que nous réfléchissions beaucoup à cette question et à ce que nous devrions faire à ce moment-là. Alors, Saban lui a dit, quand est-ce que vous serez en mesure de me répondre? Et Obama a dit, écoutez, c'est trop important pour que je vous réponde en 2 mots, je vous propose qu'on se revoie. Saban a dit, d'accord. Et jamais Obama n'a voulu discuter de cela avec ça. Je vous raconte tout ça, pas pour vous raconter ça, mais pour vous raconter la réaction de Saban après tout ça. Saban, dans la même interview, dit, et malgré tout, une fois que Obama a été désigné comme le candidat démocrate, j'ai quand même donné de l'argent à ce candidat et j'ai quand même voté pour lui. Je ne pouvais pas ne pas voter pour les démocrates. Alors, ce qui se passe en Amérique, c'est très simple. Il y a plus de 50 ans, disons que jusqu'aux années 60, c'était très clair. Il n'y avait pas de place pour les juifs dans le Parti républicain à cette époque-là. Il y avait très peu de juifs qui étaient dans le Parti républicain. C'était une époque, il faut savoir, où légalement il était possible d'interdire aux juifs d'habiter dans des quartiers entiers de Washington, de la région de Washington. C'était la loi et la pratique aux États-Unis à cette époque-là. Les juifs étaient démocrates, ils étaient démocrates d'ailleurs comme des tas de gens, ils étaient démocrates comme les catholiques, ils étaient comme les Italiens. Tous les juifs américains qui ont, on va dire, plus de 50 ans, plus de 60 ans, ont grandi à cette époque-là, continuent à voter démocrate et ne peuvent même pas imaginer de voter républicain. Il y a ensuite leurs enfants qui, eux, sont très éloignés du judaïsme. Très éloignés. C'est le tiers de la communauté juive américaine qui est très éloigné du judaïsme. Et il reste un 3e tiers de juifs américains.
Ce sont généralement les juifs qui appartiennent aux synagogues dites orthodoxes ou modernes orthodoxes. Ce sont des juifs ethniques, comme on dit en Amérique, et eux n'ont pas de problème, ils votent pour le candidat qui est bon pour les juifs. Comme en ce moment, c'est souvent les républicains, ils n'ont pas de problème à voter pour les républicains. C'est pour ça que vous avez un tiers, en gros, des juifs américains qui votent pour les républicains. Mais les deux autres tiers, il faudrait quand même qu'ils finissent par sortir des réactions pavloviennes que Satan a décrites à propos de lui-même. Merci Michel. Comme il y a énormément de questions dans la salle, je vous proposerais vraiment de faire des réponses pertinentes comme vous le faites à chaque fois, mais un tout petit peu plus court, pour qu'on puisse en prendre plus. Même moi Seulement une réponse. Le Congrès est très important pour les sujets domestiques. Il n'a pas d'importance, sauf d'un point de vue psychologique, pour la politique étrangère. Pas d'importance. Point final. Voilà. Question à moi. Je voudrais poser une question qui fait prendre un peu de recul, c'est celle du développement du monde arabe. Aujourd'hui, on voit dans le monde que dans les anciens pays en développement, il y en a qui progressent de manière formidable. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Et on a l'impression que le monde arabe ne progresse pas, en tout cas pas à la même vitesse. Et il peut y avoir une explication, j'ai l'impression qu'une partie de leur énergie se focalise sur le conflit israélo-arabe au détriment finalement de penser à aller vraiment vers le développement, vers le futur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités pour que le monde arabe, les populations arabes dépassent cet abcès de fixation finalement et puis pensent vraiment à l'avenir, au développement de leur population et au développement, je dirais, vers le futur et pas vers le Moyen-Âge, si vous voyez ce que je veux dire. Deux points. Premièrement, j'entends ici en France beaucoup cette phrase le monde arabe, ou le monde arabo-musulman. Pour moi, les Arabes sont les musulmans qui parlent arabe, c'est pas très important. C'est pas ça qui distingue ces pays, ce sont des musulmans. Alors, votre question, je voudrais bien répondre du point de vue des musulmans, pas des Arabes, musulmans qui parlent arabe. Et là, on trouve, deuxièmement, qu'il y a une difficulté très profonde vis-à-vis les musulmans à moderniser. Moderniser, ça veut dire être comme l'Ouest, l'Occident. Et il y a des raisons profondes qui viennent de la religion islamique qui expliquent pourquoi les musulmans ne veulent pas, premièrement de la religion islamique et deuxièmement de l'histoire de l'hostilité entre les musulmans du Moyen-Orient et les chrétiens d'Europe. Alors, si la modernité était inventée en Chine, ça aura été plus facile pour les musulmans d'être modernes. Mais c'était inventé ici, et c'est très très difficile d'accepter, d'émuler, d'imiter les chrétiens. Ça c'est très très amer pour les musulmans. Merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter Michel Funkel pour son exposé introductif que j'ai trouvé tout à fait instructif. Je voudrais poser une question à Daniel Pipes, parce que son exposé m'a paru intéressant, mais en même temps, je suis resté perplexe. Certains éléments ont été évoqués, mais pas tellement développés, me semble-t-il. En particulier, vous avez évoqué le fait qu'en Tunisie et en Égypte, le renversement de pouvoir apparaît plus comme des coups d'État orchestrés par les appareils militaires que des révolutions, même si il y a des fouilles immenses qui ont poussé pour ça.
donc en fait, dans ces appareils militaires, premièrement, pourquoi une telle coordination, une telle synchronisation sur plusieurs pays? Et deuxièmement, quel est le sens, la direction de ça? Quelles sont les défractions en présence? Il y avait des coordinations entre les jeunes en Tunisie et en Égypte, mais je n'ai pas entendu de coordination entre les militaires. Ça, peut-être ça existait, mais je ne le connais pas. Mais du point de vue des jeunes, oui, ils ont parlé entre eux et ils ont parlé pendant des mois, quoi faire, comment exploiter la résistance non violente contre l'État, comment exploiter les réseaux sociaux, tous ces sujets. On a beaucoup discuté. Deuxième, moi, je vois qu'il y a deux puissances au Moyen-Orient, en général. En Israël, d'ailleurs, pas en Iran, mais en général, il y a deux puissances. Il y a la militaire, l'armée et les islamistes. Et d'habitude, si la militaire est forte, les islamistes sont faibles. Tout ça va. Les islamistes sont forts et la militaire est faible. C'est ce qu'on voit par exemple en Turquie ces jours-ci. Les islamistes deviennent de plus en plus forts et l'armée devient de plus en plus faible. C'est ce qu'on peut-être on verra en Tunisie ou en Égypte, mais je ne pense pas. Je pense que l'armée va contrôler le pays et ne donnera pas la puissance aux islamistes. Comment faire cela et en même temps satisfier les demandes pour la démocratie? Ça c'est le défi. Ça c'est ce que Omar Suleiman, Tantawi, Anand, tous ces gens doivent comprendre et planifier. C'est très difficile, mais ce qui est passé jusqu'à maintenant en Égypte est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ce qu'on voit aux rues égyptiennes, ce que j'ai dit avant, patriotique et ouvert, c'est tout à fait étonnant. Je parle presque chaque jour avec des Égyptiens et ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont jamais imaginé qu'on peut avoir un esprit séculaire qui inclut les Coptes, les chrétiens d'Égypte, qui font pas mal de partie de la population, peut-être 8 ou 10%. Alors, c'est pourquoi, en entendant ces voix qui viennent de l'Égypte, j'ai cet espoir que ça peut marcher là. Mais en même temps, bien sûr, j'ai peur que les islamistes, les frères musulmans en particulier, peuvent exploiter ces circonstances pour acquérir le pouvoir. Merci. On va prendre d'autres questions. Sous les mains, je vais juste rajouter un tout petit mot, très bref. Je dirais que les partis islamistes actuellement, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, paraissent se référer beaucoup au modèle turc et pensent que le modèle turc est un bon modèle. C'est-à-dire non pas essayer de prendre des langues, mais faire de l'entrisme, passer pour des démocrates, pour ensuite propager sous le mot de l'esprit démocratique l'islamisation du pays. Voilà. C'est un point qui me paraissait important de rajouter, puisque j'ai retrouvé ce discours chez les islamistes dans les deux cas, dans les deux pays.
Avant de prendre la bonne question, il est 22h. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait 22h15, limite 22h30. Ok. Vraiment, si vraiment vous avez vraiment des questions très courtes, des réponses très courtes, s'il vous plaît. Et j'en profite aussi pour remercier Philippe Besson, président de la communauté, qui nous a permis d'organiser cette soirée avec Lisbeth Guillaume, comme il vient d'arriver à Paris, un petit peu après le début. Je vous remercie. Oui, bonjour, Jean-Paul Gauthier, je suis spécialiste de l'islam. Je voulais vous poser une question, bon, je connais la réponse, je voulais savoir si c'était la même réponse que vous y faisiez. Quand vous parlez des réactions des Européens, qu'il y a une prise de conscience au niveau des dirigeants européens, de Merkel, Sarkozy et des Anglais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, en fait, ce changement cette prise de conscience était due pour Merkel au succès de Thilo Sarrazin, pour Sarkozy au succès des assises sur l'islamisation, et pour l'anglais de la manifestation de l'English Defence League. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'en fait, ils changent d'avis parce que les opinions publiques sont en train de changer d'avis. Et une chose, monsieur Carfunkel, je ne suis pas pessimiste. Il faut avoir un esprit de vainqueur. Oui, je suis d'accord que c'est l'opinion publique, et en Allemagne en particulier, après que le livre de Theo Sarrazin est paru, il y avait un sondage qui a demandé aux Allemands si Sarrazin va établir une partie politique, supportez-vous cette partie? Et 18% des Allemands ont dit oui. Alors 18%, ça c'est pas mal comme chiffre. Sont là pour les politiciens. Oui, c'est raison. En particulier, c'était un phénomène pendant les questions. Je voudrais savoir si vous pensez que Obama soutiendra clairement Israël si jamais il y a vraiment un problème. Voilà. Obama vient, comme Guy a dit, de la gauche dure. Et ces sentiments originaux sont clairement pro-palestiniens et anti-israéliens. Mais dès qu'il est sénateur, et en plus dès qu'il est président, il a changé sa politique. Ce qui sent dans son cœur, je ne peux pas vous dire, mais sa politique actuelle est à peu près comme celle de Clinton ou de Bush. Et ce qu'on a vu il y a seulement 2 jours, c'est que le gouvernement américain va dire non aux États-Unis si on condamne Israël pour les bâtiments en Jérusalem. Alors, les relations entre Israël et les États-Unis sont tellement importantes que le président est seulement une partie. Si parlons de relations entre les États-Unis et Yémen, lui, il peut faire ce qu'il veut. Mais quand c'est Israël, il y a le Congrès, il y a l'opinion publique, il y a les compagnies. Israël est deuxième plus important
plus. Alors, le président ne peut pas faire ce qu'il veut vis-à-vis d'Israël. Il doit réfléchir et comprendre ce que les autres veulent aussi. On a vu avec Obama qu'il a commencé avec une politique désastreuse, et maintenant, ce n'est pas ma politique, mais c'est la politique ordinaire démocratique aux États-Unis. Bonsoir. Donc, je voudrais revenir en France et en Europe, puisque je vis en France et en Europe et que je me sens directement concernée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui disait qu'il fallait garder une mentalité de vainqueur, ça me paraît important. Mais lorsque l'on voit en France qu'on est obligé de voter une loi contre la burqa pour faire respecter la laïcité, je le prends personnellement comme une grave défaite morale, comme une grave défaite des valeurs sur lesquelles ce pays s'est construit. Donc je ne suis pas du tout optimiste. Je remarque également qu'après le vote de la loi de 2004 contre les signes religieux à l'école, ils se sont débrouillés pour faire accompagner les mères d'élèves pour les sorties scolaires avec des voiles, etc. Or, l'acte éducatif en soi exige le respect de la conscience de l'enfant que j'ai en face de moi et dans mon rôle et de l'éduquer. Donc c'est peut-être pas un hasard si ils cherchent maintenant à entrer dans toutes les sphères de l'éducation nationale, et je pense moi au contraire que on va vers un conflit, et tant que la société française ne prend pas cette question-là sérieusement en main, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait garder cette mentalité de vainqueur que j'essaie d'avoir personnellement. J'ai mis 25 ans à me sortir de l'islam, et ce que je vois actuellement me choque profondément en tant que Française de première génération. Voilà, merci. La loi sur la burqa risque d'avoir comme conséquence pratique principale l'impossibilité absolue de porter la kippa dans un espace public. Il faut tout simplement dire les choses comme elles sont. Il y a une réaction qui se présente comme une réaction laïque en France depuis une dizaine d'années. Cette réaction laïque ne fait qu'une bouchée de petites religions un peu bizarres qui ont des petites revendications très limitées. Je pense aux Juifs, bien entendu, je pense aux Sikhs, ces pauvres Sikhs qui ont des problèmes aussi considérables avec leurs pauvres turbans. Il s'agit de deux religions qui n'embêtent pas tellement les gens, qui ne sont pas tellement missionnaires, qui ne cherchent pas à convertir le reste de la population française, qui acceptent de jouer la carte d'une intégration, d'une identité, de maintenir son identité tout en jouant la carte de l'intégration. Moi, ce qui me frappe, c'est le grand événement de l'année 2010 en France. Le grand événement de l'année 2010 en France, c'est le film sur les moines de Tibérine, et à la fin de l'année, toute la presse se met à parler du sort des chrétiens d'Orient. Auteur moi-même d'un article qui date de 2004 sur le problème des chrétiens d'Orient, qui à l'époque était un article tellement unique dans la presse française que pendant 2-3 ans, les milieux catholiques ou protestants qui s'occupaient de travailler pour les chrétiens d'Orient l'ont fait circuler en boucle, en me demandant la permission, je précise. J'ai été quand même très étonné de voir brusquement une série de dossiers dans lesquels il n'y avait rien de plus que moi-même, mais ça aurait pu être un autre journaliste, y avait mis en 2004. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2010, on s'est mis à parler de ça, alors qu'en 2004, il y avait un journaliste isolé qui en parlait? Ma réponse est très simple. Je crois que derrière les moines de Tibérine, derrière le problème des chrétiens d'Orient, il y a de manière, si vous voulez, un peu subliminale, de la part de l'opinion profonde française, une façon de dire nous avons compris où est le problème, nous avons compris où est la menace, et nous allons nous battre parce que nous sommes dans le bon droit. Quand vous voyez le film Les moines de Tibérine, ce sont des moines gentils, ce sont des moines qui cherchent à
à vivre avec des populations différentes. Le message officiel du film est un message de paix, un message d'amour, mais concrètement, quel est le sentiment profond que les gens qui l'ont vu, qui l'ont plébiscité en allant le voir tellement massivement en ont tiré? C'est finalement, nous n'avons plus à nous excuser. Finalement, ceux qui sont du côté du droit, de la vérité, de la justice, de la résistance, des opprimés, c'est nous. Et donc nous allons pouvoir nous défendre et nous battre. On a 3 dernières questions. Moi, j'assimilais en tant qu'égyptienne d'origine, j'ai assimilé très vite ces révoltes, cette révolution, à une émeute de la faim, une grosse émeute de la faim. Et il ne faut pas oublier que le territoire égyptien se rapetisse et que sa population augmente. Et je pense que la seule façon de résoudre ce problème démographique va être tôt ou tard une guerre, soit, bon, si Israël a l'idée éventuellement par sa technologie de résoudre sur le plan écologique ce problème de la faim, des céréales qui vont manquer à tout le monde en fait. Merci. Je ne sais pas si cette dimension écologique a été suffisamment examinée comme un futur motif d'invasion véritable de l'Europe. Merci. Merci. Daniel laissant la parole, je dirais que ça ne me semble pas du tout être un problème écologique. Je dirais qu'on sait parfaitement avec toutes les technologies dont on dispose dans le monde contemporain transformer un désert en champ fertile. Le problème, c'est que dans le monde arabe, on a plutôt tendance à transformer des champs fertiles en désert, et ça c'est un problème qui relève d'autre chose que donc, je dirais que pour le moment, on voit effectivement un problème de sous-développement dans le monde arabe. Je dirais que la démographie a été très forte pendant des années, mais nous sommes dans une phase de transition démographique. L'époque où il y avait 7 ou 8 enfants par femme, et puis l'époque qui a tendance à apporter une révolue. Donc il y a une génération de jeunes frustrés, mais je dirais qu'ici 15 à 20 ans, ce qui semble se dessiner, c'est plutôt le risque d'un effondrement du monde arabe. J'ai découvert récemment le livre d'un islamologue égyptien, d'ailleurs, qui écrit en allemand, qui n'a pas été traduit dans d'autres langues, et son livre, qui a sorti il y a 1 an, qui s'appelle L'effondrement du monde arabe. Et donc c'est un livre que j'ai lu et qui donne à réfléchir sur ce qui pourra se passer dans l'après-matière première, dans l'après-transition démographique que nous connaissons actuellement. La situation risque d'être difficile pendant les 20 années à venir, mais ensuite elle prendra une tournure très différente. Et dernier point, je voulais juste dire, ni moi ni Michel, je pense, connaissant bien Michel depuis des années, ne sommes pessimistes, simplement nous devons regarder la réalité en face, la réalité telle qu'elle est, prendre en compte tous les paramètres, et ne pas prendre nos désirs ou nos volontés pour des réalités, je pense. Et pour moi, dernier point, le discours du film sur les moines de Tibérine est un discours qui a une dimension fataliste quand même, et je pense qu'il n'avait pas eu cette dimension fataliste. Je ne suis pas certain que ce film aurait connu un grand succès. Ce n'est quand même pas un film qui appelle à se battre pour ses valeurs, c'est un film qui montre une forme de résignation. Nous allons être tués, c'est comme ça, c'est terrible, c'est un peu le destin. Et je pense qu'il y a aussi ce message dans ce film, et c'est pour ça que je ne l'ai pas pris comme un signe très encourageant. Merci. Moi, je prendrai la parole pour Anne-Marie Descamps pour féliciter Daniel Pike sur 2 points. Il est le seul qui ose dire ce que personne n'ose dire. Vous avez dit les juifs américains en tiennent une couche. Moi, j'ai dit que les juifs européens en tiennent une aussi. Parce que personne ne veut dire que le malaise des communautés juives, c'est qu'ils ont aussi une religion de la loi et qu'ils meurent de peur que si jamais on interdit, par exemple, concernant les musulmans, ceci et ceci, ça va les toucher aussi. Et ça leur donne une frilosité telle que franchement, moi, ça me révolte. Quand nous luttons, nous, contre l'islamisation, nous avons des freins et des freins qui viennent de ces instances officielles, juives et catholiques aussi, j'en parle même pas. Et je dis, un jour, vous le paierez très cher. Parce que vous restez fixés dans le passé.
franchement, les catholiques nous ont fait peur, fallait mieux être allé en Turquie que de brûler Isabelle la catholique. Mais maintenant, le danger n'est plus d'embrasser l'extrême droite. Chaque fois que l'on dit extrême droite, vous vous évanouissez. Maintenant, le danger, il est dans l'islam, pas seulement l'islam. Vous êtes le seul à être optimiste concernant l'Europe et à aimer la France. Il y a des fois, vous dites quel pays. Moi, je dis, si vous laissiez les gens d'ici parler, je vous assure qu'ils auraient beaucoup de choses à dire. Madame, je crois que lorsque vous parlez des dirigeants juifs en France ou de la communauté juive en France, vous n'y incluez pas. Je crois que j'ai donné depuis pas un an, pas 5 ans, pas 10 ans, depuis 30 ans. Le premier article où je soulevais tous ces problèmes a été publié en 1975 dans Valeurs Actuelles. Donc, personnellement, je me considère comme pas du tout concerné par les reproches, par ailleurs peut-être justes et mérités, que vous formulez. Merci. Oui, je sais qu'il ne faut pas désespérer Billancourt et tenir des propos inquiétés, mais je voulais dire qu'avec Daniel Pipes, j'ai une seule... j'ai un désaccord qui est sur son optimisme par rapport à l'Europe. En ce qui me concerne, je pense que nous sommes déjà entrés dans un déclin parce que nous portons la défaite en nous. Alors, de quelle façon? D'une part, parce que nous avons une espèce de bien-pensance qui est une chape de plomb qui imprègne tout ce que nous pouvons faire, dire, entendre, non seulement à la télévision, mais aussi lire dans les journaux. Je ne parle pas de Valeurs Actuelles, mais je parle par exemple du Monde, et même parfois du Figaro, où dès qu'il s'agit d'islam, on est d'une prudence absolument incroyable. Vous dites que vous êtes contre la burqa, que vous en avez assez d'entendre que dans les cantines scolaires, maintenant, on mange halal, c'est sans arrêt. Il y a un jeune homme qui vient de mourir, il y a un mois peut-être, parce qu'il buvait un café pendant Ramadan. Donc, voilà, et on n'en parle pas, et je pense que nous sommes déjà sur la pente de la défaite parce qu'on a peur. Juste un mot, je pense que beaucoup de réactions contre l'islam dans le contexte français sont actuellement porteuses de quelque chose qui peut nous mener à la défaite. Parce qu'on défend des valeurs comme la laïcité et on s'en prend à toutes les religions. Ce qu'il faut, c'est respecter les valeurs fondamentales de notre civilisation. Et ces valeurs sont chrétiennes, ces valeurs sont juives, et si nous perdons ces valeurs, si nous voulons simplement nous appuyer sur des principes comme la République ou la laïcité, nous perdons notre identité, nous perdons nos fondements, nous perdons nos valeurs. Et actuellement, je vois remonter en France, effectivement, un laïcisme militant qui se tape parfois de dimensions nationalistes et auquel je ne m'associe pas pour ces raisons, parce que je sais que si l'on critique l'islam en bloc, sans faire ce que fait Daniel magistralement, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que son livre existe en français. L'une des phrases que Daniel utilise souvent, c'est l'islam radical est le problème, l'islam modéré est la solution. Et donc je pense qu'effectivement, il faut pousser à ce qu'il y ait un islam modéré. Il y a des gens qui incarnent cette modération, et il faut le dire clairement, et il faut se donner les moyens d'avancer dans cette direction si nous ne sommes pas dans une guerre de civilisation. Vous aurez la possibilité de discuter et se mettre dans cette perspective, perdante. Je vois aussi remonter actuellement en France l'antisémitisme, par exemple, ça fait partie de cela, et j'ai vu cela pendant l'affaire Céline, par exemple, récemment. Il y a eu des commentaires parfaitement nauséabonds qui se sont énoncés. Je vois la France comme une société profondément malade sur ce plan, et je pense que les pathologies doivent être énoncées telles qu'elles sont, et que nous ne retrouverons le salut que si nous retrouvons les valeurs fondamentales de notre civilisation qui sont chrétiennes et juives. Ok, Guy, on va prendre la dernière question. Je vous rappelle qu'après, nos 3 auteurs vont signer des livres et ensuite on va pouvoir prendre un petit verre tranquillement à côté et prolonger le débat. Juste la dernière question, madame, qui sera forcément bientôt. Juste, je reviens vers tout ce qui se passe au Moyen-Orient et je voulais savoir, pour
voulais comme vous répondre par rapport à la bande, enfin, au Hamas et l'Égypte. Est-ce qu'on peut craindre que le pouvoir militaire égyptien ferme encore plus les yeux sur la circulation des armes vers Gaza et donc favorise un armement du Hamas et donc favorise les guerres futures contre Israël? On entend ces jours-ci que Moubarak était le grand allié d'Israël. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est sous cette pendance ces années qu'on trouve l'antisémitisme augmente en Égypte, que la force conventionnelle est bâtie en Égypte, que le gouvernement égyptien fait les bêtises vis-à-vis d'Israël, par exemple, aux Nations Unies, et finalement, d'où viennent tous ces armements à Gaza? Du ciel? De la mer? Non, ça vient d'Égypte. Alors, c'est déjà pas très bien. Ça sera beaucoup pire si les frères musulmans acquis pouvoir. Mais je pense que c'est possible, avec ces hommes, ces généraux, qui ont le pouvoir maintenant, que ça peut s'améliorer aussi. Ce n'était pas bien. Avec les nations, c'est peut-être pire, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas, mais c'est trop tôt. Juste pour le système militaire, effectivement, je suis d'accord avec Daniel, ça va rester comme ça. Si il y a un pouvoir démocratique, entre guillemets, qui sort de prochaines élections, ça risque de s'empirer, puisque tous les candidats sont pour la remise en cause du traité avec Israël. Et d'ores et déjà, on voit en ce moment des troubles graves dans le Sinaï, dans des bandes de Bédouins. On a vu que des terroristes du Hamas se sont réinfiltrés dans le Sinaï. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment même dans le Sinaï. Un petit point. Il y avait un sondage en Égypte il y a 6 semaines et on a demandé qui vous voulez comme président et c'est Amr Moussa qui a 29%. C'est pas mon favori, mais pas mal. Et les candidats du frère musulman ont à peu près 1%. Alors, je sais pas, ça peut changer. En moment, les frères musulmans ne sont pas populaires en Égypte. Merci à tous les intervenants.